et bienvenue sur cette séance 2 du Forum des médias jeunes. Invitation à échanger, débattre, toujours sur le thème des fake news. Salut Aurélien. Salut. Du coup, on va parler de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, alors la semaine dernière, on était plutôt sur une introduction. Qu'est-ce que c'est une fake news, comment ça se crée. Là, on va essayer de rentrer dans des choses un peu plus concrètes. On va se pencher sur les biais cognitifs, des mécanismes pour tromper. Donc l'idée, c'est de comprendre quel rôle va avoir notamment notre cerveau dans la détection ou les pièges des fake news. Qu'est-ce qui va nous attirer dans les fake news aussi. Et surtout, réfléchir comment, in fine, on est un peu acteur nous-mêmes des fake news. C'est un jeu où je vais vous inviter à décrire des images, des personnes. On va réfléchir à décrire cette photo et quelles informations on a sur cette photo. Est-ce qu'il y a un volontaire parmi vous ? Mathis, c'est marqué volontaire à côté de son nom. C'est marqué volontaire. Ah, Mathis est volontaire ? Ouais. Mathis, est-ce que tu veux bien ouvrir ton micro, s'il te plaît, pour interagir avec nous ? Est-ce que tu peux nous décrire cette personne ? Quelles informations cette photo te donne sur cette personne ? C'est un homme qui a l'air sympa, étant donné qu'il sourit. Soit il est photographe, soit c'est une passion, parce qu'on voit qu'il a investi pas mal dans un appareil. Je t'entends plus. Je sais pas, il a l'air de prendre soin de sa personne. Il fait pas négliger, en tout cas. Il n'est pas négligé. Quoi d'autre ? C'est tout bon pour toi ? Ouais, je sais pas trop quoi dire les d'autre. éléments que tu trouves ? Alors, est-ce que les autres, vous êtes d'accord avec les infos qui ont été données ? Donc Tom les a remis dans le textuel, a repris ce qu'a dit Mathis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a pu nous dire ? Alors Lorraine nous dit, ça peut être une publicité. Glenn nous dit, pour l'instant, oui, tout tient la route. Et Lolo dit, il a juste un appareil pour la photo, mais ne sait pas s'en servir. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y en a qui savent où on veut en venir en vous demandant de décrire une photo, une simple photo ? L'image en apparence, ça nous fait dire des choses, mais en fait, en réalité, je trouve que c'est quelqu'un de complètement différent. Enfin, on sait pas du tout qui il est en fait. On a juste l'image, donc on n'a pas le contexte. En plus, l'arrière-plan est flouté. Et voilà, on peut que émettre des hypothèses. Exactement, en tout cas. C'est bien, t'es presque à nous conclure l'exercice. En tout cas, l'idée, pourquoi on demande à Mathis ? Alors, c'est un premier biais cognitif que nous on fait, c'est qu'on demande à Mathis. Il se posait peut-être même pas la question de vouloir décrire cette personne. D'ailleurs, à la fin, il nous l'a exprimé plein de fois. Non, mais j'ai rien d'autre à dire. Voilà, si on reprend ce qu'il a dit, c'est un homme qui a l'air sympa. Alors, on n'a aucune idée sur la photo, rien nous permet de dire, par exemple, qu'il est sympa. Hormis, il sourit, ça on peut le dire. Alors, est-ce que c'est un photographe ? On n'en a aucune idée. Pourtant, il a un appareil photo, ça on est capable de le dire. Il nous a même rajouté que c'était une passion. Rien ne nous permet de dire ceci. Alors, et ensuite, est-ce qu'il prend soin de lui ? Alors là, ça devient compliqué à définir à partir d'une photo. Même sur le volet qu'il a investi dans un appareil, on ne sait même pas si c'est le sien, ou si c'est un prêt, ou autre. En fait, ce qu'on fait quand on est face à une photo, où ça marcherait aussi pour une situation, c'est qu'on a tendance à aller chercher dans ce qu'on connaît à côté et à vouloir lui donner du sens. Par là, du coup. Ce qui va déjà biaiser notre orientation. Quand on parle après des fake news, et c'est ce que tu as souligné, Lorraine, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est qu'on est, quand on est face à un média, la photo, on lui a déjà donné un sens et on joue sur la perception que vont en avoir les gens. Il y a notamment un exemple qui est apparu ce week-end. C'est la photo d'un policier en feu. Et on joue totalement sur comment il prit la photo et qu'est-ce que vont réceptionner les gens. Alors,
Je vais pas trancher, hein, vous avez sûrement entendu parler de tout le débat qu'il pouvait y avoir autour. Elle a fait le tour des médias et l'AFP s'en est même excusée de ne pas avoir légendé la photo car elle pouvait être soumise à une interprétation qui a été fallacieuse puisque le téléobjectif a pris sur 1/10 de seconde, soit le temps finalement. Là on pense que le feu a duré très très longtemps alors qu'en fait c'est juste l'effet de souffle en fait qui a duré un dixième de seconde. On se réessaye avec une deuxième photo? Eh ben, Maïline, je t'invite à ouvrir ton micro. Normalement, la photo est apparue. Quels éléments peux-tu nous donner sur cette personne? Alors, euh, il tient la guitare à la main. Ouais. Il a l'air un peu triste et c'est un homme de peau blanche. Et il est devant sûrement il est devant un mur bleu. Et après, je sais pas quoi d'autre. Euh, peut-être il est tatoué. Il met une chemise en jean. Et voilà. Alors, les autres, vous pouvez soit interagir en vocal. Est-ce que vous avez trouvé des éléments qui ne nous donnaient pas la photo? Dans ce qu'a décrit Maïline. Lorendi, ça me fait penser à une couverture d'album. Ouais, ça peut faire penser. Après, c'est que des images libres de droit que j'ai été chercher dans une banque de données. Donc c'est probablement ça que des mises en scène, mais je ne le sais même pas. Moi j'ai pas entendu dans ce qu'a dit Maïline, en tout cas, de choses que ne donnait pas la photo. D'accord, elle a dit qu'il a une chemise bleue, qu'il tenait une guitare. Il dit qu'il avait l'air un peu triste. Alors, il a l'air un peu triste. Mais c'est une interprétation finalement de la mise en scène. Bah, pareil que pour l'appareil photo tout à l'heure, là c'est une guitare Gibson, donc ça coûte quand même un petit peu cher. Donc c'est un investissement. Donc soit je pense qu'il est guitariste, soit c'est un prêt, soit c'est juste pour la photo. Mais Eh ben, voilà. ça, on ne le sait pas au final, hein. C'est si on quelle info. La question, c'est quelle information nous donne la photo sur cette personne. On peut dire qu'il tient une guitare, mais on peut pas dire si elle lui appartient, par exemple. On sait même pas s'il sait en jouer. Dès qu'on est face à une photo, donc là ça marche avec des personnes, mais c'est vraiment l'idée, on essaye toujours de raccrocher, de donner du sens. Et souvent on va beaucoup plus loin que l'interprétation, enfin c'est de l'interprétation et on va beaucoup plus loin que en réalité les éléments. Puis on a des biais d'influence et de désirabilité sociale, c'est-à-dire que c'est vachement sympa de dire moi je connais quelqu'un, c'est un rebouteux, avec un massage énergétique, il peut passer une sciatique, c'est cool, c'est bien. C'est moins valorisant de dire qu'on croit à la Terre plate, parce qu'on passe pour un con beaucoup plus vite. Donc il y a certaines idées qui vont pouvoir passer parce que socialement elles sont plus acceptables. Et puis, on a tout ce qui va être angoisse, alors diverses et variées. On croit davantage à certaines choses plutôt qu'à d'autres, parce que c'est beaucoup moins angoissant d'accepter pour vrai des choses qui coïncident avec comment on voit le monde. Donc tout ça, un cerveau qui fonctionne parfaitement bien, il est embarqué avec tout ça. Donc c'est plein de raisons pour lesquelles on va arriver à des conclusions plus ou moins fausses, ou plus ou moins éloignées de la vérité, tout en raisonnant comme un humain normal. Et donc, au-dessus de ça, on peut rajouter plein de pathologies ou plein de problèmes en plus, mais déjà, quelqu'un qui fonctionne bien, il est comme ça. Donc, ça peut être un peu embêtant. Et donc, le cerveau humain n'est pas rationnel dans le sens où souvent on utilise d'être rationnel dans le sens où croire les choses vraies pour de bonnes raisons. Parce que le cerveau, sa priorité, c'est de nous garder en vie. Et pour nous garder en vie, ce n'est pas grave si on se plante de temps en temps, dès l'instant qu'on est capable de faire un certain nombre de choses rapidement et de manière efficace. Et donc, il faut distinguer deux dimensions, qui sont l'intelligence et la rationalité, qui sont des notions très compliquées que je ne vais pas définir aujourd'hui parce que c'est trop dur. Mais si on voulait essayer de définir, en gros, ce que c'est que l'intelligence, c'est la capacité à faire des opérations mentales avec certaines fluidités. Donc, on a la rapidité, la fluidité, on a éventuellement les capacités de mémoire
la maîtrise du langage, et puis on aura d'autres dimensions comme l'intelligence émotionnelle, l'intelligence interpersonnelle. Donc tout ça, c'est des notions assez dures à définir. Bien souvent, on réduit tout ça à un chiffre qui est le QI. Évidemment, ce n'est pas suffisant, mais c'est une approximation qui est moins mauvaise que d'autres, donc on peut dire ça. Donc voilà, ça c'est être intelligent, c'est faire des opérations mentales de manière efficace. Et puis être rationnel, bah, c'est autre chose, et c'est encore plus dur à définir, c'est plus compliqué, parce que être rationnel, ça veut dire qu'on est logique, mais pas du tout, parce qu'on peut être parfaitement logique et être un peu irrationnel. C'est être cohérent par rapport au corpus de faits qu'on avait pour vrai, mais c'est aussi être cohérent avec ce qui se passe, donc avec le monde réel. Et donc on a différents types de rationalité, notamment la rationalité instrumentale, qui est être capable de mettre en adéquation nos buts avec les moyens qu'on met en œuvre. Si mon but, c'est de tous les roues dans un camp, parce que je préfère qu'ils soient ensemble, parce que je ne les aime pas, alors prendre tous les roues et les mettre dans un camp, tout ce que je ferai dans ce but sera rationnel, dans ce sens-là. Pas forcément la bonne chose à faire. Et puis, par rapport aux valeurs, si mon but est d'être humaniste, eh ben, je ne vais pas faire ça. Je vais faire autre chose que mettre les gens dans le camp. Et c'est aussi rationnel. Donc après, il faut voir comment on définit les termes. Bien souvent, la rationalité telle que nous, on l'utilise lorsqu'on parle de critique, c'est la rationalité épistémique, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir une démarche qui nous rapproche davantage d'une connaissance plus exacte du monde, plutôt que l'inverse. Alors, c'est un peu flou, évidemment. Et donc, si je veux résumer cette notion d'intelligence et de rationalité avec des métaphores, j'aime bien dire que être intelligent, c'est avoir un gros moteur sous votre capot. Être rationnel, c'est avoir un bon frein. Et là, la nuance, elle apparaît beaucoup plus forte, à savoir qu'on peut être hyper intelligent et aller très loin très vite, mais si on n'a pas un bon frein, on n'est pas sûr d'arriver là où on veut aller. On peut taper dans le mur. Et plus on est intelligent, plus on est capable de trouver des mauvaises excuses, des mauvaises raisons de penser ce qu'on pense déjà. Et donc, on peut avoir des gens brillants qui croient des choses folles ou complètement absurdes, mais qui trouvent des ressources rhétoriques et qui vont fouiller pour trouver des faits qui leur donnent raison quand même. Et donc, comme il n'y a pas de force intrinsèque du vrai, il y a la force de la rhétorique. Est-ce que tu peux peut-être par hasard nous raconter une petite histoire comme la dernière fois ? J'ai justement ça sous la main. Alors du coup, dans la première séance, on avait vu le cas de Jack l'Éventreur, dont les fake news ont participé à la création d'un mythe. Et aujourd'hui, je vais vous faire le récit d'une fausse nouvelle de la Grande Guerre, l'incident de Magny. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Cette citation témoigne bien du rapport complexe à la vérité en temps de guerre. En effet, la question de la circulation des fausses nouvelles lors des conflits n'est pas récente. Chaque guerre ramène avec elle son lot de désinformation et autres contenus fallacieux destinés à tromper l'ennemi et ses troupes. Mais la Première Guerre mondiale se distingue à plusieurs titres des conflits précédents, par des processus qui facilitent, accompagnent, voire encouragent la circulation des fake news. Je vais revenir sur une fake news célèbre de la Grande Guerre et son destin dans l'imaginaire collectif, celle d'un enfant alsacien de 7 ans fusillé par les Allemands. D'un tragique dommage collatéral, dans la région de Belfort, va naître l'une des fake news les plus prolifiques de la Première Guerre mondiale. Cette histoire eut lieu le 13 août 1914 dans le village frontalier de Magny, au tout début du conflit donc. Eswald Schwarzschmidt, fils d'un inspecteur des douanes originaire de la Saxe, regarde le reflux des troupes françaises par une lucarne de la maison. La dernière à droite à la sortie du village, près du pont de la Suercine. Vers 17h, un soldat du 110e régiment de grenadiers badois arrive sur le pont. Apercevant une silhouette à la lucarne, il se croit menacé et abat l'enfant d'une balle qui lui tranche la carotide. L'histoire de cet enfant, abattu par erreur, victime civile de la guerre totale, mais également de la psychose allemande sur la présence de francs-tireurs parmi la population civile, est interprétée comme un geste délibéré. Elle circule alors par le biais de la culture populaire. Dès 1914, le compositeur Botrel en fait un poème intitulé « Le petit fusil de bois ». Puis c'est au tour d'André Larocoran de mettre cette histoire en musique. C'est un texte assez explicite, je vais vous le lire. Donc, c'était un enfant de 7 ans, blonde tête aux yeux innocents, manœuvrait un fusil de bois, sonnait clairon, pleurait au bois,
pour le pauvre petit garçon, le bambin au fusil de bois, fusillé par les Bavarois. Donc ces chansons se multiplient et amplifient à chaque fois l'histoire. On y ajoute des éléments de l'imaginaire populaire et de la symbolique nationaliste. On exagère vraiment la barbarie des Allemands. Dans La troisième couleur, composée en 1916, la fausse nouvelle semble s'éloigner de toute forme de vraisemblance et devient un véritable outil de propagande anti-allemande. Je vous le récite. L'officier au casque pointu, au soldat donna l'ordre atroce de fusiller le pauvre gosse. Soudain, l'officier blêmissant pousse un cri de rage et de haine, car sur ses habits bleus et blancs, le sang français du pauvre enfant, pour braver les Prussiens encore, formait le drapeau tricolore. Mais ce qui rend particulièrement intéressante la circulation de cette fausse nouvelle, c'est l'écho et la réception qu'elle semble avoir dans l'opinion publique, à la fois française, mais également allemande. On peut prendre l'exemple, par exemple, des différentes cartes postales qui circulent en France et en Allemagne à ce moment-là. Si certaines cartes françaises reproduisent de manière imagée l'incident de Magny, les cartes postales allemandes, elles, cherchent à démonter l'idée que les troupes allemandes font preuve de cruauté envers les civils, et en particulier les enfants. On retrouve ainsi une image de soldats allemands en train de nourrir des bébés, visiblement ravis, qui se tiennent sur leurs genoux. La volonté de montrer le caractère fallacieux des fausses nouvelles qui circulent sur l'armée allemande est à son tour attaquée dans des cartes postales françaises, où l'on sous-entend qu'il s'agit de mise en scène, et où l'envahisseur menace les enfants devant un appareil photo avec la légende « Ris ou je te fais fusiller ». On retrouve dans le phénomène des fausses nouvelles de la guerre des préoccupations, mais également des similitudes avec les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui face aux fake news. Bien qu'elles servent à la fois d'éléments de désinformation de l'ennemi ou d'armes psychologiques contre les populations adverses, c'est l'avènement des médias de masse, comme la presse, qui permet la circulation des fausses nouvelles, approximations et erreurs, faisant alors partie du lot quotidien de la circulation des informations en temps de guerre. Mais c'est bien la méfiance, voire le mépris, d'une partie des élites face aux masses qui justifiera l'utilisation à outrance de la propagande et de la censure pour servir l'effort de guerre. Plus encore, c'est la méfiance de l'opinion face aux journalistes et à l'information qui facilitera la circulation et la croyance populaire dans les rumeurs, et les ragots également. Ainsi, la censure des journaux jouera pour beaucoup dans l'amplification des fake news et des légendes, servant ainsi la propagande. Donc si je vous ai raconté cette histoire qui j'espère vous a plu, c'est d'une part pour vous rappeler que même si l'utilisation du terme des fake news est récente, les fausses nouvelles, elles, existent depuis longtemps. Mais c'était également l'occasion pour vous rappeler l'influence qu'ont joué certaines désinformations en temps de guerre et que la méfiance des citoyens envers les médias de masse était déjà présente à l'époque, notamment à cause de la censure et de la propagande d'État. Ce qui, on l'a vu, n'empêchera pas les fake news de se propager par les rumeurs et les ragots. Et cette situation est plus que jamais d'actualité, les rumeurs et ragots se transformant en tweets et en posts Facebook.